Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un métier qui fascine beaucoup de monde, mais que très peu connaissent réellement. Celui de détective privé. Et je veux le faire de manière honnête, sans cliché de film noir, sans exagération hollywoodienne, juste la réalité. En France, on a tous en tête l'image du détective à l'américaine. Un homme avec un trench coat, un chapeau, qui surveille quelqu'un sous un lampadaire, ou bien la version ultra-moderne avec gadgets sophistiqués, voitures espionnes, actions dignes d'un blockbuster. Mais le vrai métier est beaucoup plus calme, beaucoup plus subtil, beaucoup plus patient, et en même temps incroyablement plus profond et plus intéressant que ce que l'on imagine. Quand j'ai déménagé en France, je savais que si j'avais la chance de recommencer ma vie ailleurs, je devais tenter ce métier. Ce n'était pas un rêve d'enfant héroïque, mais plutôt une curiosité persistante. Comprendre les gens, assembler des informations, observer sans être vu, ça m'a toujours attiré. Avant de venir ici, j'avais regardé des offres d'emploi dans plusieurs pays de l'Est, juste par curiosité. Et partout c'était la même histoire. Diplôme en droit obligatoire, expérience dans la police, voiture personnelle, des années de pratique dans les forces de l'ordre. Bref, si vous ne veniez pas d'un certain milieu, la porte restait fermée. Et moi, je ne correspondais à aucun de ces critères. Mais en France, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Ici, le métier de détective privé est régi, encadré et accessible à condition de suivre la formation correcte. Il existe de vraies écoles de détectives, avec des cours complets, de la théorie, de la pratique, des examens et une carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Pour moi, c'était inattendu, et ça a littéralement changé ma vie. La partie théorique est dense. Le droit français, civil, pénal et surtout la vie privée. Les limites légales du métier, la rédaction de rapports utilisables en justice, l'analyse comportementale, les techniques d'enquête, la déontologie, le travail avec les avocats et les entreprises. On y apprend vite que ce n'est pas un métier de muscle, mais un métier de cerveau. Et ensuite arrive la partie pratique, la vraie, la surveillance. C'est la compétence numéro un. Savoir observer sans attirer l'attention. Savoir se fondre dans le décor. Savoir attendre, parfois longtemps, très longtemps. On nous apprend comment nous placer devant un immeuble, comment choisir un endroit où l'on peut voir sans être vu, comment garer une voiture de manière totalement banale. On nous apprend même comment marcher pour ne pas paraître suspect. Et surtout, comment s'habiller. La tenue idéale d'un détective, la plus banale possible. Jeans ordinaires, t-shirt simple, couleur neutre. L'objectif est que personne ne se souvienne de vous. Une règle m'a beaucoup marqué. Si vous croisez le regard de la personne que vous surveillez, vous êtes hors mission pendant environ 2 semaines. Pourquoi? Parce que c'est le temps moyen pendant lequel un visage peut rester dans la mémoire d'une personne. Et dans notre métier, se faire remarquer est la pire erreur. Parlons maintenant du matériel. Et là, il faut oublier tous les films. Les détectives en France ne portent presque jamais d'armes. Pas de revolver dans un étui sous le bras. Pas de gadgets futuristes. On travaille avec des outils simples et efficaces. Des micros discrets, des caméras miniatures, des dictaphones minuscules, un bon smartphone, parfois un téléobjectif pour les photos prises dans les lieux publics, ce qui est légal. C'est tout. Et pourtant, la technologie est incroyable aujourd'hui. J'ai vu des caméras cachées dans des bouteilles d'eau, des gobelets de café, des trousseaux de clés, un téléphone factice et même une simple pierre posée au sol. Ma toute première mission sous couverture s'est faite avec une caméra dissimulée dans un bouton de polo. Les dictaphones modernes peuvent enregistrer quasiment une semaine entière sans interruption. Il existe même des vestes réversibles, parfaites pour changer d'apparence en 5 secondes. Et pourtant, la plupart des enquêtes commencent toujours au même endroit, sur Internet. L'OSINT, les recherches en sources ouvertes. On peut trouver énormément d'informations légalement, sans piratage, sans logiciels interdits. Réseaux sociaux, bases publiques, anonymisation mal faite. Les gens laissent tellement de traces qu'on peut parfois reconstituer la moitié de leur vie. Quand j'ai compris ça, j'ai moi-même commencé à faire bien plus attention à mes propres comptes. Les questions qu'on me pose souvent. On peut espionner quelqu'un via sa webcam? On
On peut installer une écoute? Techniquement, beaucoup de choses sont possibles. Légalement, absolument pas. Ça relève des services spécialisés, pas des détectives privés. Nous travaillons dans un cadre strict. La moindre erreur peut coûter la licence et même aboutir à une sanction pénale. La surveillance sur le terrain, elle, ressemble rarement au film. Vous voulez savoir où habite quelqu'un? Souvent, la méthode la plus efficace est d'aller sonner chez les voisins. Bonjour, excusez-moi, je cherche Monsieur Dupont. Il vit bien ici? Et la plupart du temps, les gens répondent sans se douter de rien. Mais il y a aussi des moments difficiles. Je me souviens d'une enquête où la personne que j'interrogeais est sortie de la cuisine avec un couteau. Il savait qui j'étais, il savait pourquoi j'étais là. Et pourtant, il a commencé à crier « Tu vas écrire exactement ce que je te dis ». C'était au début de ma carrière. Grosse montée d'adrénaline. Mais avec du calme, du dialogue et beaucoup de sang-froid, j'ai réussi à désamorcer la situation. Le cinéma montre des bagarres, des poursuites, des fusillades. La réalité? Si on en arrive là, c'est qu'on a très mal travaillé. Un détective doit rester invisible. Un fantôme. Certains dossiers sont très lourds moralement, notamment ceux impliquant des enfants. On fait son travail, mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. La plupart des clients ne sont pas des particuliers jaloux, mais des entreprises. Vérification interne, concurrence déloyale, enquête de fraude ou assurance qui veulent vérifier des déclarations douteuses. Et puis, il y a eu ma toute première mission sous couverture. J'avais 20 ans. On m'assigne une femme que je ne connais pas et on me dit « Aujourd'hui, c'est elle, ta femme. Vous entrez ensemble, vous filmez, vous jouez votre rôle. » Selon la légende, j'avais 26 ans, elle 24, alors qu'en réalité, elle avait une dizaine d'années de plus que moi. Je me souviens d'être resté devant l'entrée, les mains un peu tremblantes, en me disant « Ça y est, un autre pays, une autre langue, une fausse identité, et c'est réel. » J'étais nerveux, mais c'était aussi un moment incroyable. C'est là que j'ai compris que j'étais exactement là où je devais être. Poursuivons avec un aspect essentiel de ce métier, la physiologie humaine et la manière dont le corps réagit aux mensonges. Parce que ce soit lors d'un entretien formel, d'une discussion informelle ou d'un interrogatoire, mentir provoque toujours du stress. Même chez une personne très entraînée, le corps trahit des micro-réactions que l'on ne contrôle pas. Quand quelqu'un ment, son organisme se met légèrement en mode alerte. Le rythme cardiaque augmente, la respiration devient plus rapide ou irrégulière, les muscles se tendent, certaines mimiques apparaissent. Par exemple, beaucoup de gens s'assoient et laissent échapper un long souffle. Pfff, ce n'est pas de la détente. C'est la tension intérieure qui cherche une sortie. La bouche sèche est un autre signe fréquent. Les gens se lèchent les lèvres plus souvent, boivent de l'eau, avalent leur salive de façon plus insistante. Mais j'insiste, aucun de ces signes ne prouve à lui seul qu'une personne ment. Ce ne sont que des indices, jamais des preuves. Une enquête repose sur des ensembles de comportements, des contradictions dans le discours, le contexte, la cohérence, pas sur un geste isolé. Parfois, on me demande si les papiers accrochés derrière moi sont des plans d'enquête, avec des fils rouges comme dans les séries. J'avoue que ce serait très esthétique, mais non. La réalité, ce sont surtout des documents, des notes, des brouillons de rapports. Bref, beaucoup de choses beaucoup moins glamour que dans les films. Et justement, parlons de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Beaucoup pensent que la vie d'un détective est pleine d'action. Course-poursuite, bagarres, scènes explosives. Dans la vraie vie, le travail le plus fréquent est la surveillance statique. Des heures d'attente, à observer un immeuble, une porte, un véhicule, à rester concentré alors qu'il ne se passe rien pendant très longtemps. Mon record personnel, environ 12 heures d'affilée dans une voiture, en plein soleil, à fixer le même endroit. Nous devions observer un employé après sa journée de travail, car son entreprise soupçonnait une activité douteuse. 12 heures à attendre, sans mouvement. Et comme toujours dans ces moments-là, tu penses à 1000 choses. Mais tu dois rester attentif, parce que la sortie de ton objectif peut durer 3 secondes. Et si tu les rates, l'enquête est fichue. La surveillance en voiture est encore plus complexe
et plus dangereuse que la surveillance statique. Non pas à cause d'un éventuel ennemi, mais à cause du trafic. Il faut conduire de manière totalement normale, tout en gardant une distance idéale, sans se faire repérer. C'est mentalement épuisant. Ton cerveau travaille dans deux directions opposées à la fois. Et détruisons un autre fantasme. Les détectives privés en France n'ont pas de voiture spéciale, pas de gadgets, pas d'armes intégrées dans les pare-chocs, pas de technologie secrète à la James Bond. La meilleure voiture? La plus banale possible. Un modèle courant, une couleur courante, quelque chose qui se fond dans la circulation. Gris, noir, blanc. Votre force, c'est l'invisibilité. Parlons maintenant du cadre légal, un sujet crucial. En France, un détective privé ne peut enregistrer que les conversations auxquelles il participe personnellement. Il ne peut pas placer un micro dans un domicile, enregistrer une discussion privée de tiers, pirater un téléphone, photographier quelqu'un chez lui à travers une fenêtre. Tout cela serait illégal. Et si vous présentez ce genre de preuve devant un juge, non seulement elle sera rejetée, mais vous risquez de perdre votre licence, d'être poursuivi et de payer une amende salée. Un seul faux pas peut ruiner toute une carrière. Et si quelqu'un pense qu'il est suivi? Voici ce qu'on dit généralement. Si vous êtes en voiture, surveillez vos rétroviseurs, repérez si une même voiture réapparaît trop souvent. Changez de trajet, faites un détour, arrêtez-vous sur un parking. Mais attention, une vraie surveillance implique souvent au moins 2 véhicules, parfois plus. Si vous marchez à pied, entrez dans un magasin, faites semblant de regarder une vitrine, ou entrez dans un hall d'immeuble pour jeter un coup d'œil discret derrière vous. Ce n'est pas honteux de vérifier. Ce qui est risqué, par contre, c'est d'aller demander directement. Vous me suivez? Cela peut mal tourner selon le contexte ou la personne. Venons-en maintenant à ce que tout le monde se demande, l'argent. Avant d'obtenir la carte professionnelle en France, il y a un cursus obligatoire et souvent une période de stage. Pendant cette période, les revenus sont modestes, entre 1 000 et 1 400 € par mois, selon la ville et l'agence. Mais une fois diplômé, et autorisé à travailler en tant que détective indépendant ou collaborateur d'agence, les revenus grimpent rapidement. 2 000, 3 000, 4 000 € par mois, voire davantage pour ceux qui travailleront beaucoup ou se spécialisent dans des dossiers complexes. Dans ce milieu, la réputation vaut plus que n'importe quelle publicité. Un détective compétent est recommandé. Un détective médiocre disparaît vite. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages? C'est un métier stimulant intellectuellement. On apprend tout le temps. Les cas sont variés, parfois étonnants. On joue parfois plusieurs rôles: psychologue, observateur, analyste, acteur. Un jour, par exemple, j'ai dû me faire passer pour un guide touristique pour pouvoir entrer dans un établissement sans attirer l'attention. J'ai dû apprendre quelques petites anecdotes, simuler un groupe imaginaire, maîtriser les règles d'entrée, préparer un discours crédible. C'était à la fois amusant et très stratégique. Les inconvénients? La routine. Parce que oui, il y en a beaucoup. Des heures devant l'ordinateur, des recherches administratives, des vérifications d'adresses, des coups de fil, des rapports à rédiger méticuleusement. Ça, aucun film ne le montre. Mais c'est pourtant au cœur du métier. Et beaucoup me demandent « Pourquoi portes-tu un masque ?» Tout simplement pour la discrétion. Dans ce domaine, montrer son visage peut compliquer des enquêtes futures ou attirer des regards dont on n'a pas besoin. La discrétion fait partie du métier. Et parfois, elle est même essentielle pour la sécurité.